fermé du coup. Ça commence. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, on va parler des énergies renouvelables et citoyennes. Donc on est en présence de Clément, qui fait partie de l'association ACT et qui va nous parler de tout ça. Bonjour Clément. Salut Elise. Aujourd'hui, on va parler en effet des énergies renouvelables et citoyennes. C'est des typologies de projets qui sont gérés et financés par des citoyens. Donc pour démarrer, je propose qu'on regarde la vidéo brute. C'est un exemple local qui se situe à Aubais, où des citoyens ont porté un projet de centrale photovoltaïque sur l'ensemble. Bonjour et bienvenue dans ce premier parc photovoltaïque financé, créé et géré par des citoyens. Il y a eu ici un gros combat contre les gaz de schiste qui a été victorieux, et à la fin du combat, les gens se sont dit ce serait bien qu'on se batte plutôt pour quelque chose plutôt que contre, et est venue l'idée de ce parc photovoltaïque. Ouais, je suis habitant à Aubais et j'étais motivé pour participer à ce projet collectif. J'ai investi donc 500 € dans le projet du parc photovoltaïque à Aubais. On a souscrit dans notre famille 4 parts pour ce projet. L'idée, c'était vraiment de financer un projet local, donc avoir des souscripteurs qui soient du village ou des environs, qui ont souscrit en général avec des parts de 100 à 500 €. Tout ça avec un gros coup de pouce de la région nous a permis de porter un projet sans aucun euro des banques. On n'a pas fait d'emprunt bancaire du tout. Et voilà le résultat. Donc ici, on a un onduleur qui récupère toute l'électricité produite par ces panneaux. Et au total, sur le parc, on produit 380 MWh par an, ce qui correspond à peu près à la consommation de 280 personnes sans chauffage. Et ici, on a le tableau général qui récupère les 11 onduleurs et qui envoie toute l'électricité dans le réseau. Et cette électricité est vendue à Enercop, qui est un fournisseur d'électricité coopératif et 100% renouvelable. C'est une satisfaction de voir que le parc a réussi à être concrétisé et puis de voir que ça fonctionne. Donc le parc a été mis en service en 2018 et là en 2019 on a eu notre premier versement d'intérêt. Donc c'est assez marrant parce qu'on voit que du coup notre argent y sert puisque le parc existe, et en plus nous on a une rémunération sur notre compte en banque. Tous ceux qui ont mis un petit peu d'argent dans ce parc récupèrent chaque année un petit pécule d'environ 3% pour l'instant. Et ça, c'est une décision qui est prise en assemblée générale. Les assemblées générales se passent avec une personne égale une voix, quel que soit le montant qu'on a souscrit au départ. Et toutes les décisions sont prises en assemblée générale. Ce sont vraiment les citoyens qui gouvernent. Le fait d'avoir mis les citoyens dans la boucle dès le départ de ce projet, ça a permis d'ajouter des exigences environnementales et sociales au cahier des charges, ce qui fait que les panneaux, par exemple, ont été choisis pour leur qualité technique, bien sûr, mais aussi parce qu'ils sont fabriqués par une boîte qui est à Toulouse. Un autre aspect qui était très important pour le projet, c'était de construire ce parc sur un terrain qui est une ancienne décharge municipale, donc un terrain qui n'est ni constructible, ni cultivable, donc qui est vraiment mort, et auquel on redonne de la valeur. Et par exemple, vous avez ici des bacs qui permettent de tenir les panneaux, et ces bacs sont entièrement démontables, ce qui fait qu'à la fin du projet, avec quelques coups de tournevis, l'ensemble du parc peut être démonté pour aller vers des filières de recyclage. Bonjour Antoine. Salut Lenka. Ça va ? Ça va, tranquille et toi ? Ça va bien. Ouais, ça va. Bien. Ça tourne bien. Beaucoup de soleil en ce début d'année 2019, donc on est content. Énergie partagée, c'est un fonds d'investissement national qui récupère des investissements individuels de personnes qui veulent investir dans les énergies renouvelables et qui redispatche ensuite cet argent dans des projets locaux. Et je crois que vraiment c'était un parachute formidable pour nous d'avoir ça, parce qu'on savait que dès le départ,
quelles que soient les contributions citoyennes qu'on aurait localement à Aubais, Énergie Partagée serait là pour apporter le complément et finaliser le projet. Cette transition énergétique, elle est indispensable aujourd'hui. Il faut pouvoir sortir des énergies fossiles et fitiles. Donc ça veut dire concrètement déployer des centrales photovoltaïques, des parcs éoliens, des centrales hydrauliques, des projets de bois énergie. Nous, ce qu'on dit chez Énergie Partagée, par contre, c'est que ce changement de modèle, il doit se faire par le bas, par les territoires, pour les territoires. Donc c'est pour ça que nous, on pousse à la création de coopératives locales sur tous les territoires. Si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez tout simplement rejoindre la coopérative citoyenne la plus proche de chez vous. Et si vous n'avez pas trop de temps, mais un petit peu d'épargne à placer, vous pouvez les mettre dans l'outil d'investissement Énergie Partagée Investissement, qui est du coup l'outil national qui permet d'aider toutes ces coopératives citoyennes en France. En AG, on a décidé qu'il fallait qu'on ait toujours 5 000 € sur le compte en banque. Ok. Mais on va investir 20 000 € chez Énergie Partagée. La transition écologique, c'est important pour moi parce que l'État, ils n'ont pas l'air de se bouger vraiment. Si on commence à faire ça, après ça va donner d'autres idées aux gens et les gens, ça va grandir, ça va faire un effet boule de neige, je pense. Il y a plein de projets autour de nous qui se montent sur des petites toitures photovoltaïques. Pourquoi pas? On est dans une région où il y a beaucoup de soleil, utilisons-le. Ça a déjà permis de créer beaucoup de liens. Ensuite, ça a permis aux gens de se former, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis surtout, c'était l'objectif de départ, de faire un circuit court de l'énergie qui permet de contribuer à la transition écologique. La crise environnementale qui nous menace, d'une certaine façon, elle nous met en état de sidération. C'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire face à un phénomène qui est si énorme, si mondial. Et finalement, ce type de projet, ça a la vertu de se dire que on se lève le matin et tous ensemble, là, dans notre collectif, on va faire des choses et on va avoir un impact réel sur la transition écologique et donc sur le monde qu'on va laisser à nos enfants. Ouais, c'est bon. Pour continuer un peu sur la démarche qui a été proposée dans la vidéo, pour revenir un peu sur l'historique, c'est vrai qu'à la base, le projet d'Aubais est venu d'une lutte contre les gaz de schiste dans les années 2010-2011. Et d'une lutte contre, on est arrivé à une lutte pour quelque chose et ils ont réussi à construire ce projet sur la commune d'Aubais qui se situe entre Nîmes et Montpellier, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, pendant le développement de ce parc photovoltaïque, il y a plein de collectifs similaires qui se sont déployés sur le département du Gard et autour de la commune d'Aubais. Et aujourd'hui, on est 8 collectifs citoyens sur le département du Gard. Et on a créé une association qui s'appelle ACT, qui permet de fédérer en fait, les collectifs existants, les coopératives existantes, pour pouvoir être plus fort, avoir un impact politique et une activité accélérée dans le développement des projets citoyens. La question aussi qu'on peut se poser, c'est pourquoi on crée des coopératives à quoi sert, pourquoi on fait de l'énergie citoyenne par rapport à l'énergie, on va dire, construite classiquement. L'avantage des énergies citoyennes, c'est qu'il y a une prise de pouvoir qui est vraiment locale, qui est faite par les citoyens. C'est-à-dire que si je prends un projet qui est fait classiquement, c'est une entreprise qui va venir installer des panneaux solaires ou des éoliennes sur un territoire et le territoire va recevoir un loyer pour pouvoir poser des éoliennes sur son territoire. En revanche, les bénéfices qui vont être liés à la vente de l'électricité, c'est-à-dire que l'entreprise va vendre l'électricité, donc elle va avoir des recettes liées à l'électricité, et ces recettes-là en fait, vont financer souvent les actionnaires de l'entreprise, qui ne sont pas forcément en fait, les citoyens localement ou les collectivités locales. C'est-à-dire que dans le modèle classique, on va avoir une espèce de fuite des capitaux, des recettes qui vont alimenter des personnes ou des entreprises qui ne sont pas sur le territoire. L'objectif des coopératives et des projets citoyens, c'est vraiment de ancrer les retombées économiques locales pour que le territoire puisse se développer, que ce soit le territoire qui soit aux commandes. Du coup, c'est vraiment local, c'est par les gens qui gèrent et pour les gens qui gèrent. Oui, c'est ça, on parle de projets pour les citoyens et par les citoyens. Et c'est pour ça qu'on incite à la création de coopératives locales. Parce que le modèle coopératif, il n'est pas basé sur le même modèle que l'entreprise classique. Sur l'entreprise classique, on est plutôt sur la personne qui met le plus d'argent a le plus de pouvoir. Si je détiens plus de 50% du montant de l'entreprise, alors je suis actionnaire majoritaire et c'est moi qui prends les décisions et que j'ai plus de 50% du pouvoir. Dans le modèle coopératif, en fait,
le pouvoir ne dépend pas du montant qu'on investit. C'est-à-dire qu'une personne égale une voix, quand on fait des votes, quand on prend des décisions, peu importe le montant qu'on investit. Donc si nous, on crée une coopérative et que Élise, tu as mis 10 000 € et que moi j'ai mis 10 €, en fait, on aura le même pouvoir. Et c'est pour ça que ça permet d'équilibrer en fait, les prises de décision, pour que collectivement, que ce soit la personne qui ait les moyens ou qui ait moins les moyens, on puisse avoir des décisions qui soient plutôt consensuelles par rapport aux habitants et pas par rapport au montant qu'on investit. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le modèle coopératif dans les projets d'énergie citoyenne. Et je vais pouvoir aussi partager un peu le modèle coopératif. Donc là, en fait, sur l'écran, on voit que en rouge, on a la coopérative d'énergie qui permet en fait d'être la structure coopérative qui va après faire de la collecte citoyenne. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des sous, de l'épargne des gens qui habitent le plus localement possible. L'objectif étant de pouvoir faire une levée de fonds qui puisse après acheter la centrale, l'éolienne, et que la coopérative soit propriétaire de l'éolienne pour qu'après les citoyens dans la coopérative puissent prendre les décisions liées à l'exploitation pendant 20 ans ou 30 ans de l'éolienne. Sachant que les collectivités locales, les communes, les intercommunalités sont aussi la bienvenue dans ces coopératives. Et donc la coopérative va vendre de l'électricité. Et donc sur la vidéo, on a parlé aussi du fournisseur Enercop, qui est un fournisseur qui est aussi coopératif et 100% renouvelable. C'est-à-dire que dans l'ADN d'Enercop, en fait, il y a aussi les mêmes ADN et les mêmes valeurs que les projets d'énergie citoyenne. Donc souvent, en fait, les coopératives d'énergie vont vendre leur électricité à Enercop. Donc Enercop achète l'électricité. Donc la coopérative est payée par Enercop. Et ensuite, la coopérative va pouvoir rémunérer ses sociétaires, parce que là on parle de sociétaires, donc on est dans une coopérative, on parle pas d'actionnaires en général, à hauteur de 3% pour le parc d'Aubais, mais en fait ça c'est les citoyens qui décident s'ils veulent se rémunérer eux-mêmes ou s'ils veulent plutôt faire des dons pour des associations locales ou investir dans la transition écologique comme ça a été montré dans la vidéo. Je dirais même que pour le parc d'Aubais, en fait la coopérative du parc photovoltaïque d'Aubais va donner 3 600 € à l'association de survolté tous les ans pour que l'association puisse faire des actions de sensibilisation, puisse faire des actions d'animation aussi sur le territoire. En fait, on utilise les recettes générées par des projets citoyens pour alimenter des postes de la transition, souvent la sobriété ou la sensibilisation, où en fait, il n'y a pas vraiment de recettes. C'est compliqué de trouver un modèle économique sur ces postes-là. Donc, on utilise la production d'énergie renouvelable pour alimenter la sensibilisation ou les thématiques de sobriété énergétique. Il y a toujours besoin d'un intermédiaire comme Enercop pour avoir de l'électricité. On ne peut pas utiliser l'électricité qu'on produit en coopérative parce qu'il n'y en a pas assez ou parce qu'il y a besoin quand même d'un intermédiaire à chaque fois. Tu veux dire que toi, tu as investi, tu aimerais bien te brancher sur la centrale directement. Voilà. C'est une bonne question, mais en fait, souvent, quand on fait une centrale photovoltaïque ou une centrale éolienne, on va injecter les électrons sur le réseau en fait. Parce que si tu viens te brancher directement, tu ne vas pas faire un câble qui fait 3 km si ta centrale est à 3 km entre ta maison et la centrale. D'une part, c'est cher, c'est pas optimisé en termes d'énergie et de coût. C'est compliqué, donc en fait, on va toujours utiliser l'intermédiaire du réseau en général. Et donc, on a des agrégateurs ou des fournisseurs qui sont là pour faire l'intermédiaire, qui vont acheter l'énergie et ensuite la revendre aux consommateurs. Donc en fait, si vous êtes consommateur d'Enercop, par exemple, vous allez avoir un petit bout d'électron du parc photovoltaïque de Baie si vous habitez dans le coin. Sachant que physiquement, l'électron va toujours au plus proche. C'est-à-dire que si vous êtes alsacien et que vous êtes chez Enercop, vous n'aurez pas d'électrons d'Aubais. Vous aurez des électrons proches de chez vous. Et que même si on n'est pas chez Enercop et qu'on habite Aubais, on aura des électrons de la centrale d'Aubais. C'est juste que c'est une bassine géante le réseau. Tous les producteurs viennent ajouter des électrons dans cette bassine géante. Et ensuite, les fournisseurs vont pouvoir alimenter les consommateurs en fonction de quel producteur ils ont financé. Donc Enercop, en fait, ça vient boucler la boucle financière. Mais c'est vrai que physiquement, l'électron va toujours aller au plus proche. Je peux aussi parler des valeurs qui gouvernent un peu les projets citoyens. Donc ça vient de la charte Énergie partagée. Énergie partagée qui est une association au niveau national c'est une association au niveau national qui va un peu structurer et donner des outils en fait pour les coopératives d'énergie citoyenne en France. C'est vrai qu'il y a plusieurs centaines de projets maintenant, donc l'énergie partagée c'est un peu la structure qui va structurer tout cet écosystème-là. Et donc ils ont généré une charte que la plupart des projets citoyens suivent
Et donc, sur la charte, on voit 4 éléments. Le premier étant l'ancrage local, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les habitants ou les collectivités qui localement aient la maîtrise du projet. Ensuite, il faut qu'il y ait une gouvernance ouverte. Ça veut dire qu'il y a une forme de programme démocratique et de transparence. Derrière les projets citoyens, en fait, il y a des projets de société, de changement de société en termes de démocratie et de transparence. Ce n'est pas qu'un projet où on produit de l'énergie, c'est aussi une question de comment on s'organise entre nous, comment on vit ensemble. Exigence écologique, le troisième point, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est que si c'est les citoyens localement qui ont les commandes, là, ils vont dire ah non, moi je veux pas de béton parce que ça me plaît pas, je préfère payer plus cher pour avoir quelque chose de plus écologique, ou je préfère faire appel à l'entreprise qui habite dans le coin, même si elle est un peu plus chère pour dynamiser un peu l'économie locale. Donc en fait, les exigences ne seront pas les mêmes, et il y aura des choses beaucoup plus sociales ou environnementales dans les cahiers des charges. Et enfin, le dernier point, c'est la démarche non spéculative, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à un profit, enfin, la priorité n'est pas le profit. Alors là, on parlait de 3% par an, alors c'est vrai, on peut dire c'est capitalistique, il y a quand même un intérêt. Alors en effet, il y a un petit intérêt, mais ça n'a rien à voir comparé aux intérêts générés par des projets portés par des entreprises classiques, où là, on va chercher plutôt du 8, 9, 10%, voire plus. Donc en fait, le 3%, c'est plutôt une incitation aux citoyens pour investir, une forme de crédibilité. Mais ce n'est pas l'objectif numéro 1, c'est plutôt une espèce de conséquence. Dans le modèle économique, on dit on peut rémunérer le citoyen, l'investisseur à 3%, mais on va quand même faire des donations, on va quand même garder des sous pour faire plus de développement de projet, pour se développer et accélérer la transition. C'est comme tu as dit, les 3%, soit c'est les citoyens qui décident si c'est ce seuil de 3% ou moins. Oui, dans une coopérative, comme dans une association, une entreprise, tous les ans, il y a une assemblée générale où les propriétaires, donc les sociétaires de la coopérative, vont se rejoindre. Souvent, c'est un événement très, très festif. Hein, on a vu un peu sur la vidéo où les gens ils vont manger ensemble, ils vont présenter aussi le bilan social, le budget. Et c'est là qu'on va pouvoir prendre des décisions sur le fonctionnement de la coopérative, dont l'intérêt des 3%, est-ce qu'on conserve ou pas. Moi, je n'ai pas encore vu d'exemple où en fait, ils ont décidé de ne plus maintenir ces 3%, mais c'est tout à fait envisageable. Est-ce que ça a motivé d'autres personnes de communiquer sur ces 3%, d'investir dans la coopérative? Je veux dire, est-ce que les 3% sont une source de motivation pour les investisseurs citoyens qui veulent... ça, c'est une bonne question. Ça fait partie aussi de l'objet de... Il y a une stagiaire, du coup, en psychologie sociale et environnementale, qui va plancher un peu sur cette question-là. C'est quelles sont les motivations des citoyens à l'investissement dans ce genre de projet? Est-ce que c'est juste parce que les valeurs me plaisent? Est-ce que c'est parce qu'il y a 3%? Est-ce que c'est un peu des deux? Là, je ne peux pas vraiment répondre. C'est un peu une espèce de motivation abstraite. Donc, c'est pas vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment intéressées pour ces 3%. Parce que finalement, voilà, dans la vidéo, Antoine disait que les gens mettaient entre 100 et 500 euros dans la coopérative. Donc, ça veut dire un maximum entre 5 et 15 euros par an d'intérêt. Donc, voilà, on peut dire que sur 20 ans, ça représente une somme. Mais c'est vrai que sur l'année, quand on reçoit 10 euros par an, on se dit, finalement, on aurait pu peut-être la donner à une association. Je ne sais pas, ça dépend des gens, je pense. Ça dépend aussi du montant qu'on a mis. C'est sûr que si on met 10 000 euros, l'intérêt de 3%, ça sera quand même une valeur un peu plus élevée. Donc c'est variable. Je pense que chaque coopérative localement va avoir sa politique un peu de rémunération. Et est-ce que du coup tu parlais de donner 10 euros ou donner 1 000 euros? Est-ce qu'il y a un montant minimum, on va dire? Est-ce que c'est vraiment tu donnes ce que tu veux, entre guillemets? Est-ce que ça a du sens de donner juste 10 euros ou pas? Alors ça c'est pareil, ça va dépendre des coopératives. Comme dans une association, une entreprise, une coopérative, on va créer des statuts quand on va la créer. Et dans les statuts, comme dans une association, on va définir un montant de la part sociale. Donc pour une association, on va définir le montant de la cotisation. Et pour une coopérative, le montant de la part sociale minimum, c'est-à-dire le montant pour lequel il faut souscrire pour avoir accès aux prises de décision et à l'actionnariat, c'est-à-dire à la gouvernance, donc être capable de voter en fait. Donc là, il va y avoir un seuil qui va être défini. Dans le cas des survotés de B, ce seuil a été défini à 25 euros. Donc la plus petite part qu'on puisse prendre, c'est 25 euros. Et après, on peut compléter au-delà de 25 euros si on le souhaite. Mais on ne peut pas mettre en dessous de 25 euros. Ou alors on n'a pas accès à une société. A priori, c'est 25 euros minimum. Mais ça aussi, c'est des décisions qui sont choisies à la création de la coopérative. Est-ce qu'on met 25, 10, 50, 100? Et ça, il y a plein de modèles différents. Moi, je connais des modèles à 10 euros, des modèles à 100 euros. Voilà, ça dépend. Juste
pour préciser, donc c'est 3% de la somme qu'on a investie. C'est comme un prêt bancaire. C'est-à-dire que si tu mets 100 euros, tous les ans, tu vas recevoir 3% du montant qui ne t'a pas été remboursé. C'est-à-dire que si tu me prêtes 100 euros et que je te rends rien des 100 euros, tous les ans, je te dois 3% de 100 euros, donc 3 euros. Mais si je te rembourse 50 euros, eh ben, il restera 3% de 50 euros sur les années suivantes, jusqu'à que je t'ai remboursé tout. Et là, il y aura tout d'intérêt. Un emprunt bancaire fonctionne exactement de la même manière. On paye de l'intérêt sur ce qui nous reste à être remboursé. Vous posez une question aussi. Donc, c'est les citoyens de la coopérative qui décident du fonctionnement. Et donc, quel est le rôle de ACT? Ouais. Du coup, les survoltés et les coopératives du Gard se sont réunis en fait pour porter ce projet de ACT afin qu'il y ait une forme de professionnalisation de la filière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les 8 coopératives dans le Gard sont 100% bénévoles. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent aller chercher des projets, aller faire le lien avec les collectivités locales, faire des promesses de bail, faire de l'administratif, créer des associations, créer des coopératives, faire des statuts, faire la collecte citoyenne, faire de la communication, et ça, c'est des bénévoles qui font tout ça. Et une fois qu'il y a la centrale, donc là à Aubais, il y a une dizaine de personnes qui vont se charger aussi de la gestion de la coopérative et de son exploitation. S'assurer que la centrale produit bien, faire des visites pour vérifier que tout se passe bien. C'est pas eux qui font la maintenance, mais c'est eux quand même qui vont gérer toute l'exploitation du parc. Et du coup, c'est un travail assez lourd pour des bénévoles. Et du coup, l'objectif, c'était de pouvoir professionnaliser un peu cette activité afin à la fois de pérenniser ce genre de projet, pour s'assurer que ça va durer pendant 30 ans, parce que c'est la durée d'exploitation de ce projet-là. Et c'est vrai que quand c'est 100% bénévole, comment on s'assure qu'il y aura toujours des bénévoles pour être là, exploiter le parc, s'assurer que les finances vont bien, faire la comptabilité, faire la communication, faire l'animation. Du coup, l'objectif de l'ACT, c'est de pouvoir s'assurer qu'il y aura toujours un suivi, de pouvoir aussi alléger le travail des bénévoles potentiellement pour qu'ils puissent se concentrer sur l'animation locale, la communication, des activités événementielles, des choses qui sont vraiment associatives. Parce que quand on fait une coopérative, là, on passe sur la gestion d'entreprise. En fait. On gère une entreprise, il y a de la compta, il y a des recettes. Vous allez me dire, dans une asso, il peut y avoir ça aussi, mais ça dépend de la taille de l'asso. Mais là, par exemple, pour le cas des survoltés de baie, il va y avoir des chiffres d'affaires qui vont dépasser les 30 000, 35 000 euros, voire 40 000 euros par an. Donc il y a un budget, il y a des gens à payer, il y a des assurances, ça devient un peu compliqué. Et du coup, l'objectif de ACT, c'est de trouver un modèle économique via un salarié, donc je suis salarié de ACT, pour pouvoir faciliter à la fois le développement des projets nouveaux sur des dimensions qui sont peut-être un peu plus grosses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le cas des survoltés d'Aubais est un peu anecdotique dans le sens où il est assez grand. La plupart des projets citoyens dans le Gard, c'est sur des petites toitures. Les toitures vont faire 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, donc ça reste assez petit. Et du coup, l'objectif, c'est que l'énergie citoyenne ne soit pas seulement anecdotique dans l'écosystème énergétique gardois. C'est-à-dire qu'on ne soit pas le 0,01% de l'énergie produite dans le Gard. Et qu'il y ait vraiment une importance dans l'écosystème économique. Et qu'en fait, le citoyen ait plus de pouvoir dans les décisions à la fois politiques de développement territorial, de territoriaux sur les questions énergétiques. Et du coup, pour ça, il faut développer plus de projets, les faire un peu plus gros, et pour ça, il faut aussi un salarié qui puisse passer du temps. C'est l'objectif de ACT, c'est de pouvoir pousser ça. C'est financé par l'ADEME et la région pendant 2 ans pour faire de la subvention d'amorçage, pour pouvoir démarrer une activité. Et après, l'objectif, c'est d'être autonome sur le département du Gard, sachant qu'on a un projet qui est complètement expérimental. C'est-à-dire que ça n'a jamais été fait en France où 2 institutions publiques vont se réunir pour faire une subvention d'amorçage sur un tel projet. Et du coup, on a le rôle d'être plutôt expérimentateur et laboratoire. C'est-à-dire qu'on a le devoir de dire quelles ont été les conditions favorables et défavorables au développement de ACT, afin que ce soit reproduit en fait, sur d'autres territoires, sur d'autres départements. Aujourd'hui, on envisage déjà de reproduire ce projet dans d'autres départements. Est-ce que du coup, le projet de la région a eu des répercussions? Est-ce que il y a d'autres régions qui vous ont contacté parce qu'elles ont été intéressées et elles se sont inspirées? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font dans d'autres régions? La complexité des projets citoyens, c'est que chaque coopérative, chaque écosystème va être différent. Nous, dans le Gard, on a un écosystème dense, comme je l'ai dit. Il y a déjà 8 coopératives, enfin 7-8 coopératives. Dans d'autres endroits, en fait, il peut y avoir déjà une seule coopérative sur un territoire plus grand ou plus petit.
Et en fait, il n'y aura pas les mêmes interactions, à la fois les désirs politiques, les institutions publiques, est-ce qu'elles sont plutôt favorables ou pas. Déjà, il n'y a pas eu il n'y a pas encore eu ce désir de. Enfin, on n'a pas encore assez de visibilité, je pense, pour dire bah voilà, ça c'est un modèle qui marche, on va le reproduire, c'est justement l'objectif. Mais c'est vrai que là, ça fait 1 an et demi qu'on a démarré, et même pas, ça fait 1 an. En 1 an, c'est compliqué d'avoir une visibilité au niveau national sur ce genre de thématique-là. Mais l'objectif, c'est voilà, dans les 1, 2, 3, 4 ans à venir, c'est qu'on soit un modèle, c'est qu'on soit un démonstrateur sur un territoire de l'échelle du département. Alors, pourquoi le département c'est aussi parce qu'on expérimente. On se dit que le régional, c'est un peu trop gros, que le communal, c'est un peu trop petit. Donc on essaye le départemental. Et comme je l'ai dit, il y a un écosystème qui est assez dense, donc on s'est dit on va se mettre ensemble pour voir ce qu'il est possible de faire. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti parce qu'on a quand même, en émergence, on a des projets qui sont, enfin pour simplifier, on a environ 10 fois, on a 30 fois le projet d'OB en termes de volume en possibilité dans les années à venir sur le département du Gard. Donc ça veut dire que, voilà, pour simplifier, pendant 4-5 ans de développement de projet sur le Gard, il y a eu des survoltés d'OB et quelques petites toitures. Et du coup, là, en 1 an ou 2 ans, il y a eu un engouement lié au rayonnement des survoltés d'OB. Il y a aussi des autres coopératives qui fait que, depuis que je suis arrivé, en fait, il y a une accélération à la fois des politiques, mais aussi des entreprises et des particuliers qui ont envie qui se sont intéressés à cette démarche-là et qui ont envie de s'investir à la fois bénévolement, mais aussi d'investir de manière financière, parce que c'est aussi une façon de placer de l'argent de manière locale. L'objectif de l'ACT aussi, c'est de devenir une espèce de centre de collecte citoyenne, afin que les gens puissent mettre de l'argent dans cette coopérative, et que cette coopérative, au niveau du département, puisse développer des projets sur le département, sans que ce soit des projets hyper locaux, comme ça a pu le faire, on a pu le voir sur les survoltés d'OB. Qu'on puisse, de manière beaucoup plus générale, collecter de l'argent sur une population qui n'est peut-être pas aussi militante que la population qui a investi sur les survoltés d'OB. On est quand même sur des projets qui sont très militants. Et donc on a du mal des fois à sortir de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une difficulté des fois à aller chercher des sous-citoyens, on va dire. Et donc l'objectif de l'ACT, c'est de changer un peu de dimension, de passer à l'échelle avec une communication qui est un peu plus professionnelle, un peu plus crédible, avec des messages qui sont aussi différents. Insister peut-être sur la résilience territoriale, la création d'emplois, ou oui, le développement économique local, sur ces valeurs-là. Est-ce que une entreprise, ça peut aussi être une coopérative? Oui. Oui. En fait, dans les statuts de la coopérative, tu vas pouvoir dire qui va pouvoir entrer dans la coopérative. Et donc souvent, dans les coopératives, il y a ce qu'on appelle des collèges, c'est-à-dire des groupes. Alors, le groupe des citoyens, le groupe des collectivités, puis pourquoi pas le groupe des entreprises. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ACT, c'est une association, mais en fait, dans le futur, elle va devenir une coopérative. Et a priori, on partira sur ce genre de modèle où il y aura un groupe fait pour les entreprises qui souhaitent aussi s'intégrer dans la démarche. On ne veut pas exclure, en fait, j'ai parlé des entreprises tout à l'heure, en disant c'est un peu les méchants, mais en fait, c'est caricatural. C'est-à-dire qu'on laisse la porte ouverte, évidemment, aux entreprises parce qu'elles sont partie prenante dans ces projets-là, parce que sans entreprise, en fait, on ne créerait pas de projet. Mais elles auront leur part, c'est-à-dire elles auront X pourcentage de la gouvernance qui ne pourra pas dépasser un certain montant parce que la gouvernance est partagée, justement. En fait, dans la station, on dit voilà, l'entreprise elle pourra mettre beaucoup d'argent, elle sera quand même à, je sais pas, 15% de la gouvernance au maximum. Et toutes les entreprises qui sont dans ce groupe-là ne pourront pas dépasser, même s'il y a 100 entreprises, elles sont quand même à 15%. Ça, j'ai pris un exemple, hein, mais ça c'est défini dans les statuts. Puis les statuts peuvent être changés aussi. En assemblée générale, on peut dire, bah là, on peut proposer en assemblée générale extraordinaire des changements de statut, parce que ça correspond plus. Donc ça, c'est la coopérative qui décide. Donc, la coopérative, en fait, ça permet de réunir tous les bénéficiaires d'un même projet au sein d'une même structure. On peut avoir des clients, des producteurs, des collectivités, des citoyens. Et c'est eux qui décident ensemble, trouver un peu le juste milieu, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément toujours les mêmes intérêts. Je pense à la coopérative Enercop qui a à la fois ses producteurs et à la fois ses clients. Les clients veulent payer moins cher et les producteurs veulent vendre le plus cher. Il y a une espèce d'ambiguïté, mais en fait, la coopérative est là justement pour mettre les gens d'accord sur quelque chose qui fasse sens, en fait, plutôt que d'avoir un intermédiaire peut-être qui n'est pas clair, où il n'y a pas de structure de pouvoir collaborer, où ça sera plus flou, où chacun va vouloir tirer le fil de son côté sans avoir la conscience de qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui travaillent, il y a des difficultés.
c'est pas le risque justement du fait d'intégrer des entreprises qui puissent acheter des parts assez importantes du projet? Comme je dis, dans une coopérative, la capacité à un sociétaire d'avoir du pouvoir est limitée. Parce que peu importe le montant qu'on investit, on garde toujours le même montant de la voix, la même voix. Un homme égale une voix, peu importe le montant qu'on investit. Donc ça se traduit dans le cadre d'une entreprise de 100 salariés, mettons. C'est l'entreprise à une voix. Ah oui. D'accord, ok. L'identité, c'est juste une seule voix. Parce qu'en fait, ça dépend, est-ce que c'est les salariés qui vont être sociétaires ou est-ce que c'est l'entreprise? C'est là qu'il y a une différence entre les personnes physiques et les personnes morales. C'est ça. Et là, du coup, tu as plus du côté de personne morale. Personne morale, non, c'est l'entreprise, dans ce cas-là, c'est une voix. S'il y a plein d'entreprises, chaque entreprise aura sa voix dans le groupe de l'entreprise. C'est des modèles un peu complexes, mais qui, depuis 2005, en fait, il y a des modèles adaptés. Donc, on parle des SCOP, je sais pas si vous voyez les SCOP, les SIC. C'est deux modèles innovants en fait, de statut juridique de coopérative qui permettent de ficeler un peu ces statuts-là pour qu'on soit sûr que ça soit vraiment coopérative avec des critères qui sont assez stricts. Par exemple, on ne peut pas distribuer des dividendes comme on veut, on est obligé de conserver X% des recettes pour la coopérative pour qu'elle puisse réinvestir après. Enfin, il y a une limitation de la lucrativité qui est inscrite dans les statuts. Enfin, du coup, il y a des schémas juridiques qui font que ça simplifie aussi la compréhension de pourquoi on fait ces structures-là. Je sais par rapport au cahier des charges dont tu avais parlé tout à l'heure, ça permet de cadrer la mise en place de ce genre de coopérative. Tu peux, dès les statuts, je pense, des structures, dire bah, nous, on va favoriser, l'économie locale, on va chercher à faire des prestations locales, à prendre l'entreprise d'à côté, à prendre du matériel qui est le plus local possible. Et après, en plus de ça, quand tu fais une commande, quand tu fais un projet, tu vas faire appel à un installateur. Et là, tu vas faire un cahier des charges, bah, je veux ça. Et ça peut être inscrit dans ce cahier des charges-là ou dans les statuts, mais souvent les deux sont liés. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton cahier des charges à l'entreprise, ça vient des valeurs qui sont inscrites dans les statuts, et du coup, tu retranscris un peu ce qui a été dit de base dans les statuts, donc dans l'ADN de la coopérative. Dans l'opérative, elle dit voilà, je veux tant de panneaux, et je veux qu'ils viennent à peu près ici. Donc en fait, c'est lié. Le cahier des charges, en fait, c'est plutôt des valeurs. Pour avoir un peu une idée aussi au niveau français des projets citoyens, j'ai une carte ici sur les lignes. Est-ce que c'est déjà arrivé, enfin, tu as un exemple, une fois où il y a des entreprises qui ont pris part à la coopérative, ou c'est pas encore, tu ne l'as pas encore vu toi? Dans l'exemple des survoltés de B, il y a une entreprise qui est rentrée dans la coopérative. Et c'est l'entreprise qui a fait l'accompagnement technique au projet. Donc en fait, en plus d'être prestataire, c'est-à-dire d'être payé pour faire de l'accompagnement, ils ont aussi décidé de rentrer dans la coopérative pour faire partie aussi de la gouvernance et de prendre des décisions ensemble. Donc là, du coup, c'est vraiment une collaboration bien plus poussée que juste tiens, je te paye pour faire quelque chose. Ils ont investi aussi dans le projet, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont investis dans le projet, ils font partie des prises de décision, ils ont un droit de vote. Et donc, c'est des modèles qui sont intéressants aussi. Ça peut être. C'est délicat aussi, des fois, ça peut être bloquant dans certains cas. Ça prend aussi du temps à l'entreprise, de passer du temps sur les assemblées générales, sur les conseils d'administration, des fois, s'il faut, pour un peu comprendre ce qui se passe et pour prendre des bonnes décisions. Donc, ça prend du temps supplémentaire. Donc, c'est en effet un engagement, une implication supplémentaire, et qui est intéressante, et dans ce cas-là, qui a plutôt bien. Parce que je me demandais quel profil d'entreprise pourrait être intéressé par ce genre d'engagement, quoi. Parce que c'est des entreprises qui veulent se donner un peu des bonnes valeurs, quoi. Est-ce que ça peut rentrer dans du greenwashing, quoi? Ou est-ce que c'est vraiment, voilà, là, dans ce cas-là, j'imagine que c'est un intérêt, effectivement, comme tu disais, de prise de décision ensemble, où ça va vraiment les impacter, là, directement, enfin, ça va bénéficier aussi à l'entreprise, pas que au niveau de son image, au niveau son application territoriale. Je dirais, bon, je vais encore simplifier, hein, il y a deux typologies d'entreprises. Il y a la typologie d'entreprise qui va être directement concernée par l'activité, par exemple des installateurs, des développeurs, des gens qui ont des capacités techniques et qui veulent, en plus de la prestation, s'engager dans la gouvernance du projet. Puis une autre typologie de projets, d'acteurs, où les entreprises c'est pas du tout leur activité, mais ils apprécient, ils sont en accord avec ce qu'on fait. Du coup, ils vont investir et ils vont participer aussi. Alors, tu parlais de greenwashing, bon, là, il faudrait définir ce qu'est le greenwashing, c'est pas évident, mais
En fait, pour nous, à partir du moment où ils investissent, mais qu'ils n'ont pas forcément la gouvernance, ils n'ont pas les manettes, ils n'ont pas la gouvernance est partagée. En fait, tu ne peux pas vraiment faire du greenwashing. Après, eux, ils peuvent communiquer sur le fait qu'ils ont investi. Ok, mais comment nous, on peut dire, bah, on refuse ça, en fait. Après, on peut, nous, avoir une charte qui dit, dans certains cas, voilà, si des entreprises qui ont une activité majoritaire dans l'exploitation des ressources fossiles, par exemple, là, on pourra se poser la question. En effet, oui, il y aura vraiment... ils sont quasiment schizophrènes, quoi. Donc là, on pourrait se poser la question, mais je dirais, de manière générale, ça risque pas d'arriver, je pense. Mais ça aussi, c'est dans les statuts, dans la charte interne, dans le conseil d'administration. S'il y a une entreprise qui souhaite entrer, on va étudier la candidature. En fait. On va dire, est-ce que ça fait sens et encore une fois, c'est la coopérative qui peut décider d'accepter. Et est-ce que, par exemple, vous, dans vos actions, parce que du coup, c'est énergie citoyenne, donc j'imagine que vous avez des campagnes de sensibilisation, voilà, pour promouvoir ces projets-là. Et est-ce que vous prenez aussi du coup, le plan entreprise? Est-ce que vous êtes vraiment actif pour que les entreprises prennent part à certains projets? Ou c'est juste si elles veulent, elles peuvent, mais vous n'avez pas forcément... Est-ce que c'est votre cible? Est-ce que vous communiquez là-dessus? Parce que peut-être qu'il y a des entreprises... est-ce que vous allez vers des entreprises ou c'est juste c'est ouvert? Je pense que ça dépend vraiment de la politique de la coopérative et des envies. Après, on n'a pas non plus, on n'a que 24 heures par jour et c'est des bénévoles qui gèrent la coopérative, comme je l'ai dit. Je pense qu'après, il n'y a pas toujours, il y a peut-être des envies, mais après, en termes de communication, c'est peut-être compliqué d'avoir une stratégie qui permette d'eux. Mais je pense que dans l'idée des projets citoyens, c'est pas d'exclure les entreprises, parce que les entreprises font partie de l'écosystème, des installateurs, tout ça. Et, bon, il y a peut-être des coopératives qui vont choisir de ne pas prendre d'entreprise par simplicité, qui vont juste prendre des citoyens et des collectivités locales parce qu'elles s'assurent qu'au moins c'est local, qu'elles ne peuvent pas être achetées. Enfin, le problème de l'entreprise, c'est qu'elle peut être achetée peut-être. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent aussi. Mais a priori, non, c'est ouvert et puis les entreprises sont invitées. Puis on va, moi, ma politique serait aussi d'aller les chercher pour qu'elles puissent s'impliquer dedans. Parce qu'on considère en fait que si le triptyque un peu citoyen, collectivité, entreprise, si on en enlève là, en fait, on se tire une balle dans le pied quelque part. Parce que finalement, un projet, c'est les trois. Enfin, un projet citoyen, c'est les trois. On ne peut pas se passer de l'un des trois acteurs. Il y a aussi la peau de quelqu'un qui voudrait commencer à... En gros, se mettre dans la peau de quelqu'un qui voudrait justement commencer à signer le projet, à participer à la coopérative. C'est quoi les étapes qu'il faut suivre? Les étapes d'un projet? Non, d'une personne, un citoyen qui voudrait rejoindre le projet, que ce soit financièrement ou financièrement. Alors, encore une fois, je pense que pour simplifier, je vais prendre deux typologies d'investisseurs citoyens. Le premier qui est un peu à l'origine du projet et le deuxième qui vient quand c'est déjà quasiment prêt. Donc en gros, le premier, c'est lui qui de rien va dire qui va dire à ses voisins ou à ses copains, bah tiens, j'ai une idée, ça serait bien qu'on aille voir la mairie pour leur dire qu'on aimerait bien poser des panneaux sur leur toiture et qu'on va faire un projet citoyen. Et du coup, c'est lui qui va aller voir la mairie, voilà, on a ce projet-là, on aimerait bien monter une association, une coopérative qui va exploiter votre toiture, et vous aurez un loyer. Donc en fait, il y a les militants qui vont développer le projet eux-mêmes de manière bénévole. Et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être très long, en fonction aussi de l'implication politique de la commune, de l'autorité politique en question. Et l'autre typologie d'investisseur, c'est plutôt la personne qui, quand le projet est prêt, c'est-à-dire que toutes les autorisations administratives ont été faites, ça peut prendre aussi 1 an, 2 ans, et que là, il faut investir parce qu'il faut acheter la centrale. Il y a quand même 2 ans avant de pouvoir payer la centrale, entre guillemets. Il faut s'assurer que la toiture va tenir, il y a une étude de faisabilité, on va s'assurer que le gisement solaire est suffisant pour l'énergie solaire. Ça peut prendre 2 ans. Et une fois que tout ça c'est fait, paf, là, il y a un besoin d'investissement fort, parce que là, on va acheter les panneaux. On va payer l'installateur pour qu'il vienne poser tout ça. Et donc à ce moment-là, il y a une collecte de fonds qui est beaucoup plus importante qu'avant. Qu'avant, il y en a besoin un petit peu, mais pas trop pour les études. Et après, beaucoup pour aller acheter la centrale. Et du coup, à ce moment-là, tu peux avoir des gens qui ont juste entendu parler, voilà, on fait une collecte de fonds, 3%, mettez 500 €. Et la personne, elle a juste en fait à signer un bulletin de souscription, comme quand tu signes une cotisation pour une association. Et juste, je prends 5 parts à 100 €, ça fait 500 €. Il envoie ça à la coopérative. Et après, cette personne-là sera invitée au assemblée générale, au conseil d'administration, si cette personne-là est administratrice ou administrateur.
Et est-ce qu'il y a d'autres terrains où on peut faire un projet comme AOD? Parce que là, ils ont mis leur panneau sur l'ancienne décharge où c'est pas cultivable et du coup, c'est bien de mettre les panneaux là. Est-ce que c'est possible de les mettre autre part Donc pour information, les projets citoyens, là je le montre sur la carte, il y en a beaucoup, il y en a environ 200, 250 en France, avec des technologies différentes. En jaune, ça va être le solaire, en bleu, ça va être l'éolien, il y a aussi l'hydraulique, il y a la biomasse, la méthanisation. Donc c'est principalement du solaire. Pour en revenir à ta question, Elise, elle est bien, elle est délicate, parce que le projet citoyen va essayer de faire le projet le plus écologique dans son ensemble possible, que ce soit pour l'environnement, la biodiversité, l'économie locale. Et donc en fait, là dans le projet d'OB, ils n'ont pas pris beaucoup de risques dans le sens où le terrain est cultivable. En fait, il n'y aura plus d'opposition à ce genre de projet. Par contre, on peut très bien faire des projets, d'ailleurs les entreprises privées ne se gênent pas pour, sur des hectares de terrain, des terrains classés naturels, on va dire. Ça peut être des forêts, il peut y avoir du défrichement, il peut y avoir ce genre de choses-là. Des fois, c'est des terrains aussi anthropisés, mais qui sont considérés comme naturels, entre guillemets, donc c'est toujours un peu délicat. Là, c'est vraiment du cas par cas. Il y a aussi des terrains qui sont naturels, mais qui ont... Après, moi, je ne suis pas naturaliste, hein, mais qui ont aussi une très faible richesse de biodiversité, ça arrive. Mais là, ça devient délicat parce qu'un projet citoyen, c'est censé être un projet qui part du territoire avec une concertation dès le départ sur l'émergence du projet. Et c'est arrivé qu'il y ait des projets qui soient faits sur une plus grande envergure, sur un terrain qui était naturel ou peut-être qui était à côté de l'autoroute. Enfin, j'ai un exemple en tête où il y a un projet en package, je crois, à côté d'une autoroute qui était un terrain naturel. Après, ils ont fait des mesures de compensation, c'est-à-dire qu'il y avait les oliviers, ils les ont mis sur un autre terrain, ils ont participé aussi au fait qu'il y a un exploitant agricole qui puisse après cultiver ses oliviers, parce qu'avant ils étaient à l'état sauvage, il n'y avait pas d'exploitation. Donc en fait, après le projet citoyen, ça va dépendre de la validation du collectif ou des citoyens autour et des collectivités. Et c'est vrai que sur des projets qui sont plus gros que les projets de baie, là on arrive sur des projets plus risqués en termes d'acceptabilité. Alors c'est vrai que le fait que ce soit un projet citoyen, ça facilite l'acceptabilité, mais voilà, si on arrive sur les terrains qui vont faire 5 hectares, par exemple, il peut y avoir des travaux, du défrichement, une perte de biodiversité. Il faut calculer voilà, le bénéfice-risque, et du coup, il va y avoir une concertation très forte, peut-être de l'opposition aussi. Mais après, là, on en revient un peu sur la définition du projet citoyen. Est-ce qu'un projet citoyen, c'est un projet où il y a zéro opposition? Ça paraît compliqué qu'il y ait zéro opposition, même au projet de baie. Je pense qu'il y a eu des oppositions, même si le projet de baie est quand même très emblématique et très fort, entre guillemets. Et donc là, c'est trouver l'équilibre en fait, sur l'acceptabilité, sur est-ce que les oppositions sont justifiées ou pas. Et en fait, dans des projets qui sont plus gros, je parle sur des terrains naturels, là, il y a des réglementations qui sont beaucoup plus fortes. Donc on est soumis à permis de construire, donc je passe au détail, mais on est obligé de faire une étude d'impact qui va durer 1 an. On va scruter les oiseaux, la faune, la flore pendant 1 an. Et à la fin, on a un dossier de 1000 pages. On nous dit il y a quoi sur ce terrain-là. En fonction de ça, le préfet nous dit est-ce qu'on peut y aller ou on ne peut pas y aller. Encore une fois, je simplifie, mais il y a quand même des réglementations. Alors, les entreprises privées savent comment ça fonctionne, elles savent aussi comment, des fois, hein, je ne vais pas généraliser, mais ça arrive qu'elles passent au travers un peu du filtre de protection réglementaire. Mais ce n'est pas le but du projet citoyen de passer en force. C'est que l'acceptabilité soit la plus haute possible, même si elle ne sera jamais à 100%. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, plus tu vas faire des terrains gros, plus ça va être délicat. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a des projets citoyens éoliens. Sur la carte, on le voit, il y en a quand même pas mal. C'est les bleus. Ouais. Et une éolienne, ça prend la place. Hein. C'est beaucoup de béton, c'est beaucoup de travaux, c'est des investissements très lourds, c'est plusieurs millions d'euros. Et donc on voit que ça a plutôt fonctionné dans le sens où ils ont réussi à en faire des projets citoyens avec une gouvernance partagée, avec des coopératives, tout ça. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire acceptabilité à 100%, ça veut juste dire que c'est mieux en général accepté parce que les citoyens sont intégrés et sont invités à participer. Alors que si c'est une entreprise privée, habituellement, les citoyens ne sont pas forcément invités à participer, par contre, ils sont juste consultés. On leur dire, ouais, il va se passer ça, c'est plutôt faire avaler la pilule. Alors, on a un projet, il y a des opposants, on vous le dit, il y a une opposition, mais on vous dit pourquoi vous avez tort, pourquoi on a raison. Alors qu'un projet citoyen, c'est plutôt, depuis le début, c'est les citoyens qui vont porter les choses, qui vont porter la concertation, c'est un peu différent dans la démarche. Il y a une dynamique démocratique quand même bien différente. Et est-ce qu'on peut parler aussi un peu des panneaux solaires et même des éoliennes en termes de matériaux
nos propres panneaux solaires, on était tous importés de Chine, c'est ça Non, c'est une bonne question parce que c'est vrai que dans les exigences, dans les valeurs des coopératives et des projets citoyens, il y a toujours d'aller chercher le matériel ou le prestataire le plus local possible. Pour le matériel, il y a une complication dans le sens où on est soumis au marché du panneau solaire en l'occurrence, qui est aujourd'hui fait de telle sorte que les matières premières sont extraites, non pas en Europe, mais surtout dans les pays asiatiques ou même aux États-Unis, mais surtout en Chine. Je parle surtout du silicium qui a composé le panneau photovoltaïque. La plupart des extractions étaient en Chine, et c'est principalement parce qu'ils ont développé leur filière industrielle et que maintenant ils sont compétitifs et ils sont moins chers que tout le monde. Et que chez nous, en France, on n'a pas non plus une politique d'industrialisation. On va se remettre à extraire des ressources minières pour après faire des usines qui vont faire de la transformation. Enfin, on n'en est plus là. Du coup, en fait, on est un peu soumis à ce marché-là. En revanche, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont faire des fois de l'assemblage local. C'est compliqué d'avoir tous les éléments de manière locale, parce que vous imaginez bien que la somme des éléments, ça peut être très important. Il y a du silicium, il y a de l'aluminium, il y a un peu d'or, il y a un peu de plastique, il y a du verre, il y a plein de choses. Et du coup, on n'est pas vraiment maître de d'où ça vient tout ça. En revanche, des fois, on sait où ça a été assemblé. Donc, dans la vidéo, il parlait, voilà, le panneau a été fabriqué à Toulouse. En fait, il a été assemblé à Toulouse. Mais en fait, c'est mieux que pire. On fait avec ce qu'on a, on essaie de faire mieux avec ce qu'on a. C'est un peu l'idée. Mais après, il y a des exigences aussi économiques, dans le sens où il y a certains projets qui vont être plus rentables que d'autres. Du coup, on va avoir une marge supplémentaire pour peut-être payer plus cher parce que c'est une entreprise en France ou pas, mais ça, c'est des choix qui sont faits par la coopérative. Et du coup, des fois, quand les projets ont un modèle économique qui est très serré, on ne peut pas non plus se permettre d'eux. Du coup, on va chercher le matériel le plus économique, même si ce n'est pas dans nos valeurs. Et après, il y a toujours est-ce que je veux que le projet sorte, quitte à faire un panneau qui a été construit en Chine, par exemple, ou est-ce que dans ce cas-là, le projet ne sort pas et tant pis. Ou alors, le projet est peut-être plus rentable et auquel cas, on peut se permettre d'acheter du matériel peut-être un peu plus cher, pouvoir répondre à nos exigences. En fait, c'est toujours des compromis. On essaie toujours de faire au mieux, mais avec ce qui est possible. C'est-à-dire que on a un budget, on a des recettes, et on voit à peu près ce qu'il est possible de faire, et on fait au mieux avec ce qui est possible. Est-ce que c'est calculé, du coup, est-ce que vous faites une espèce de calcul d'impact et de bénéfice, un peu de ça, de se dire, oui, les panneaux solaires, effectivement, ils sont liés à la quantité, du plastique, du pétrole, par rapport à est-ce que la balance est vraiment comme ça, on va dire? C'est comme ça. C'est comme ça, ou comme ça. Je veux que ce soit précis. Ouais, bon, là, c'est des questions moi, qui me passionnent et qui sont compliquées selon moi, parce qu'en fait, quels critères tu regardes? Est-ce que tu regardes la consommation de plastique? Est-ce que tu regardes l'émission de CO2 par l'unité d'énergie produite? Est-ce que tu regardes la tonne de matériaux extraits produits par unité d'énergie? Enfin, là, tu peux trouver une tonne d'indicateurs qui vont pas te donner les mêmes résultats. Bon, celui que je maîtrise le plus et qui est le plus étudié, c'est la quantité de CO2 par kilowattheure, donc par unité d'énergie produite. Sur du photovoltaïque, on est autour de, et encore une fois, ça dépend en fait de où il a été construit, évidemment. Il est autour de 40-50 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Par comparaison, le charbon, c'est plutôt 1000. Le gaz, c'est 500. Le fioul, c'est 800. Voilà. Après, éolien, c'est plutôt 10. Le panneau solaire, on va plutôt 40. Le nucléaire, c'est aussi aux alentours de 10 ou 40 en fonction des études. Les énergies renouvelables, de toute façon, et le nucléaire sont des énergies bas carbone, qui sont absolument incomparables avec les 1000 grammes de CO2 par kilowattheure du charbon. C'est ça, donc même si effectivement ces matériaux sont faits en Chine et à partir de matières fossiles, l'impact que ça va avoir va être de toute façon moindre comparé à des énergies fossiles. Ah oui, il n'y a pas photo et pas photo. J'espère que vous avez compris. Moi, je fais de l'animation. Du coup, admettons que le panneau photovoltaïque soit produit, c'est-à-dire que le silicium soit par exemple transformé et fondu en France.
avec une électricité qui est décarbonée déjà, l'impact du panneau en fait serait déjà beaucoup plus faible. Parce que la majorité, je te dis 40 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure, c'est principalement parce que on a utilisé du charbon pour alimenter l'électricité chinoise qui a permis de faire fondre la silicium qui est venue dans le panneau photovoltaïque. Oui. C'est-à-dire que si on avait une industrie française, ce ne serait pas du tout les mêmes chiffres. Oui, donc c'est même pas en soi les matériaux, c'est comment on les a faits et comment on les a peut-être amenés jusqu'à nous aussi. Tout à fait. Je dirais que le transport, ça a une part relativement faible. Je dirais autour de 10%, un peu comme l'alimentation, mais ouais, c'est surtout les procédés et le mix électrique du pays dans lequel il a été transformé. En fait. Et ça, en fait, pour tous les, enfin même pour les ordinateurs, c'est pareil. En fait, c'est où ça a été fait. Souvent, ça a été fait dans des pays en Asie où c'est majoritairement fossile, et donc ça augmente l'impact, l'intensité carbone du gramme d'ordinateur ou de l'ordinateur ou du panneau photovoltaïque. Parce que souvent, l'argument contre un petit peu, c'est ça, c'est de dire oui, ok, c'est des énergies renouvelables, mais faites de matériaux issus d'énergie fossile. Du coup, on pourrait contrer, on va dire, cet argument sur cette balance-là, de dire oui, c'est vrai, mais qu'effectivement, c'est pas comparable pour utiliser. Ouais. Je dirais même que c'est pas le premier argument. Le premier argument pour moi, c'est d'accepter la physique qui dit qu'en fait toute énergie a un impact. En fait. Ça n'existe pas. La consommation d'énergie sans impact n'existe pas. Même le fait d'utiliser le terme énergie renouvelable n'est pas bon. En fait, c'est une énergie de source renouvelable. C'est qu'on est obligé de créer ce qu'on appelle un convertisseur, donc quelque chose qui va transformer la source renouvelable en une source que nous on utilise. Et donc là, ce convertisseur, en fait, on y met des matériaux, on y met de l'ingénierie, on y met de l'impact, en fait. Donc c'est normal. Donc en fait, c'est la source qui est renouvelable, c'est pas la chose. C'est la chose qui permet de transformer une source renouvelable en une source qu'on exploite. Et donc à partir de cette hypothèse-là, en fait, ça n'existe pas l'énergie sans impact. C'est pas possible. Et donc en fait, l'objectif, c'est pas d'aller pointer les défauts de chaque filière, parce que chaque filière a des défauts. L'hydro, l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire, le charbon, enfin, tout a ses avantages et ses inconvénients. Il faut plutôt regarder qu'est-ce qu'on a en ce moment, est-ce qu'on peut faire mieux, si oui, comment. Et justement, quand on parle d'impact, est-ce que sur ces impacts, une fois que le matériel, c'est le panneau photovoltaïque, c'est sa fin de vie, est-ce qu'il y a du recyclage sur ça, notamment aussi sur les éoliennes, c'est une question que moi personnellement j'entends beaucoup autour de moi, comment les éoliennes sont recyclées, parce qu'on sait que ça existe, comment ça marche. Alors, sur les éoliennes, je maîtrise beaucoup moins bien le sujet, donc je dirais à vérifier. Et du coup, je vais commencer par le photovoltaïque. Aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est des choses qui sont facilement recyclables. 95% des panneaux sont recyclables. En effet, il y a une petite couche d'isolant, de plastique qui ne sera peut-être pas recyclable, je crois. Ça représente les 5% restants. D'ailleurs, il y a une usine de recyclage qui est dans les Bouches du Rhône, qui est la seule usine, je crois, la première d'Europe, il me semble, de recyclage de panneaux photovoltaïques. Sachant que comme il recycle, il sépare les matériaux, sachant que le panneau photovoltaïque, c'est assez simple. Hein. Il y a du verre devant, il y a du silicium avec des bandes d'aluminium, c'est des bandes qu'on voit qui font des carrés. Hein. Il y a le plastique derrière qui va venir, et puis il y a des trois-colles, je crois qu'il y a un peu d'argent aussi, mais c'est des choses relativement simples en fait. Et donc on les sépare, on les broie, on en fait une espèce de poussière qui pourra être utilisée dans des filières industrielles suivantes. Alors, faire attention aussi, on dit que 95% des panneaux sont recyclables, ça ne veut pas dire que 95% des panneaux sont recyclés, parce qu'il faut aussi que les gens fassent la démarche d'eux. C'est un peu comme le plastique dans les emballages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plastiques qui sont recyclables mais qui ne sont pas recyclés. Et en plus de ça, c'est qu'une fois qu'on a recyclé, il faut s'assurer que derrière, il y a une filière industrielle qui est capable de reprendre le produit qu'on a créé, la poussière dont je parlais par exemple. Il y a un vrai marché Aujourd'hui, je pense que c'est encore en émergence, parce qu'on pourra avoir discuté un peu avec l'entreprise qui fait ça. Sur certains matériaux, je ne sais plus lesquels, il y a une demande, sur d'autres pas encore. Il faut juste avoir en tête que la filière industrielle du recyclage photovoltaïque, elle est assez récente. Parce qu'on a commencé le photovoltaïque, peut-être on a commencé dans les années 2000, mais ça devient vraiment important depuis les années 2010. Donc en fait, là, les projets, ils ont à peine 10 ans, une dizaine d'années. Alors qu'un panneau, ça peut tenir 30 ans, voire plus. Donc en fait, on n'est pas encore, on n'a pas encore le terrain de jeu pour exploiter cette ressource. Donc aujourd'hui, on s'en sert pour l'électricité. Mais demain, en fait, le panneau qui a fait sa vie, il faut savoir qu'un panneau, c'est pas du jour au lendemain, il ne s'arrête pas. Hein.
sa production va baisser depuis sa création jusqu'à longtemps, sa productivité va baisser. Aujourd'hui, les fabricants ils garantissent 85% d'efficacité, même au bout de 20 ans. Donc en fait, on va jusqu'à 30 ans, peut-être pourquoi pas 40 ans, mais ça veut dire que le panneau il va produire peut-être 60% de ce qu'il est capable de produire au début. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est inutile, ça veut juste dire que des fois, c'est plus rentable de en payer un nouveau pour le changer. Et du coup, le panneau qui est un peu usé mais qui marche encore, en fait, il y a plein de. Il y a surtout une idée qui émerge qui est de dire que on a ce panneau-là, il a été amorti, il ne coûte rien. Pourquoi pas le donner à des personnes qui sont en précarité énergétique, pour que ça puisse baisser leur facture afin qu'ils puissent mieux vivre, ou tout simplement pour pouvoir payer aussi des travaux de réhabilitation thermique de l'habitat. Enfin, je dirais qu'il y a une filière qui va se créer, qui n'est pas faite encore, je pense. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas encore le terrain de jeu, il n'y a pas encore le volume pour. Mais tout est possible en fait. Et les panneaux photovoltaïques ne sont pas. C'est pas à la 20e année, ce qu'on dit durée de vie 20 ans. À la 20e année, pouf, il ne marche plus. Alors, ça ne marche pas comme ça. C'est progressivement, il va marcher de moins en moins bien. Alors évidemment, des fois, il y a des panneaux qui ont des problèmes techniques, comme on peut l'avoir des fois dans des machines à laver. Là, il faut changer un panneau, ça m'aide. Mais voilà, ça peut durer plus longtemps. Sur les éoliennes, je maîtrise moins bien le sujet, mais il me semble aussi que c'est recyclable à plus de 90%. Il y a un peu cette polémique autour des pales éoliennes, où c'est vrai, c'est fait en composite, il me semble, c'est des matériaux un peu complexes. Et ouais, je maîtrise beaucoup bien le sujet. J'ai vu des exemples au Danemark ou aux Pays-Bas où ils utilisaient ça pour faire des parcs d'attraction, des toboggans, des bancs. C'est des petits parcs pour les enfants, c'est des jeux, je sais pas si on appelle ça, mais après, c'est vrai que pour les éoliennes, tu as aussi le béton qui a été nécessaire pour les fondations pour tenir le c'est compliqué de comparer en fait une éolienne. Moi, j'aime pas trop en fait dire voilà sur l'éolienne il y a ça qui est pas recyclable parce que l'éolienne et le panneau c'est pas comparable parce qu'une éolienne va produire une quantité d'énergie beaucoup plus importante qu'un seul panneau. Donc en fait pour moi il faut toujours rapporter à l'énergie produite quelle est la quantité de matériaux qui a été utilisé et si on fait ça en fait ça va devenir très faible. C'est-à-dire que ça produit beaucoup sur toute sa durée de vie, sur 20 ans, 25 ans. Donc si on ramène tous les mégawattheures qui ont été produits à la construction, tout ça, on se rend compte que c'est assez faible. C'est-à-dire, quand je vous ai parlé des grammes de CO2 équivalents par kilowattheure, c'est un peu cette démarche-là qui est faite. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. On va vérifier de l'extraction des métaux jusqu'à la transformation, l'installation, l'exploitation, la fin de vie, toute la vie de l'éolienne, de tous ces matériaux. On va modéliser sa vie et on va regarder quel est l'impact de chaque poste. Et après, on divise ça par la quantité d'énergie que ça va produire. On arrive à 10 grammes de CO2 par kilowattheure. Et ça prend en compte aussi toutes les transformations. Donc là, c'est l'indicateur CO2. Mais en fait, l'indicateur CO2, c'est aussi un indicateur qui dit c'est quoi la quantité de processus industriel qui a été fourni. Parce qu'en général, je simplifie, mais en général, plus il y a de CO2, plus il y a eu de transformation industrielle dans des pays où les mix électriques sont souvent fossiles aussi. Donc, si l'impact carbone est faible, moi je suppose que si les autres impacts sont aussi matériaux, sont assez faibles, incomparables avec les fossiles. Mais c'est un vrai sujet aussi, hein, l'utilisation des matériaux. Est-ce que les matériaux sont rares, sont pas rares, la géopolitique des matériaux. Mais ça, là, il faut être expert, je pense, pour maîtriser ces sujets-là. Sur le photovoltaïque, les matériaux sont assez simples. La silicium, c'est quelque chose qui est très courant aussi. On parle beaucoup des terres rares aussi sur les éoliennes, sur certaines éoliennes à aimant permanent, offshore des fois, ça représenterait que 3% en fait, des éoliennes qui auraient besoin de ces terres rares, parce qu'en fait il y a une confusion aussi entre terres rares et métaux rares. Terres rares c'est une famille de métaux, et métaux rares c'est plutôt métaux critiques, c'est des métaux qui sont stratégiquement peut-être plus difficiles d'accès, ou où la géopolitique est compliquée, c'est-à-dire que c'est extrait dans des pays où la politique n'est pas stable. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont à prendre en compte dans une stratégie énergétique, mais on sort un peu du sujet. Est-ce qu'il y a au niveau national un espèce de regroupement comme ça, du coup plus sur le côté coopératif, une grosse coopérative nationale? Est-ce que ça existe? En France, non. Non, je me sens que dans d'autres pays, encore une fois, je ne connais pas bien le marché européen ou
les modèles européens, mais il me semble qu'il y a d'autres pays où il y a ce type de modèle-là qui se développe avec une coopérative. C'est vrai, jusqu'à présent, on parlait de plein de coopératives. D'ailleurs, chaque point sur la carte, c'était quasiment une coopérative, je pense. Des modèles où ils vont mutualiser beaucoup plus à l'échelle d'un pays. La problématique de ça, c'est que plus on mutualise, plus on augmente l'échelle, on a une échelle géographique importante, plus le pouvoir local de où est le projet est dilué dans la gouvernance nationale. Enfin, c'est-à-dire que si c'est un truc national, il y aura plein de gens dedans de tous les territoires, et ils vont peut-être vouloir des choses différentes. Parce que ouais, sur mon territoire, je veux le solaire comme le vin, ou je veux que ça soit fait comme ça. Et du coup, ça me paraît compliqué. Alors c'est un moyen très efficace pour aller plus vite et faire des trucs plus gros. Parce que là, on peut salarier, on peut mutualiser des frais, il y a des choses intéressantes. En revanche, voilà, sur les valeurs qui sont l'ancrage local, la gouvernance partagée mais locale, là, on perd beaucoup. Voilà, l'objectif de ACT aussi, c'est de pouvoir mutualiser déjà à l'échelle du département certaines choses, mais on ne va pas tout mutualiser. Hein. Les coopératives locales ont leur importance et ont leur rôle aussi à jouer. C'est de trouver un peu l'articulation entre quelles compétences on mutualise à l'échelle du département. Je pense notamment à la communication, qui est quelque chose qui est essentiel mais compliqué de faire de manière parcellaire, isolée. En revanche, tout ce qui est l'animation locale, inviter les gens à s'intéresser, à s'impliquer, voilà, faire de la sensibilisation, faire aussi du lobbying en fait, politique. C'est-à-dire que les citoyens aussi ils sont impliqués dans les politiques de leurs élus, dans leur commune, ils sont impliqués aussi dans les fameux PCAET, c'est les plans climat, air, énergie territoriaux qui sont portés par les intercommunalités en général. Donc souvent, quand on a une coopérative, elle va pousser le politique à faire des décisions qui sont en faveur des valeurs qui sont portées par la coopérative. Et est-ce que tu sais un peu le futur des énergies renouvelables en France aussi Est-ce que tu vois l'avenir? Je ne veux pas trop m'imposer à la fois sur mon opinion personnelle ou sur les opinions des coopératives, mais plutôt, il faut regarder plutôt c'est quoi la stratégie nationale ou régionale qui est mise en place aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'échelle de l'Occitanie, il y a une stratégie qu'on appelle REPOS, Région à énergie positive, qui souhaite que ce soit la première région française et même européenne, je crois, d'ici 2050, à être à énergie positive, ce qui veut dire produire plus que ce qu'elle consomme. Donc, dans la stratégie REPOS de l'Occitanie, il y a à la fois baisser les consommations et augmenter la production. Et donc, dans augmenter la production, il y a augmenter la production d'énergie renouvelable, c'est une priorité, et aussi augmenter la production d'énergie renouvelable citoyenne. Ce que je disais aussi, nous, on aimerait bien que on ne soit pas le 0,01% de la production électrique sur un territoire, mais qu'on puisse dire, ben voilà, on est un acteur important dans les acteurs de l'énergie. Vous avez un objectif en termes de pourcentage Non, alors j'ai entendu des fois je ne sais pas si c'est énergie partagée, enfin, je ne sais plus si c'est en France, mais il y a des fois des gens qui ont l'ambition d'être à 15-20% du mix électrique qui soit porté par des projets citoyens. Alors, il faut savoir aussi que dans d'autres pays, je pense à la Belgique ou l'Allemagne, c'est des projets qui sont. Il y a beaucoup plus de projets citoyens, c'est beaucoup plus démocratisé, sur des volumes beaucoup plus gros. C'est vrai qu'en France, on a toujours. Là, c'est un peu mon opinion aussi personnelle. Il y a plus de difficultés à rassembler les gens autour de ce genre de projet, tout simplement parce qu'on a un mix électrique qui est particulier, qui est 70% nucléaire, qui est une énergie qui est aussi bas carbone. Et donc en fait, on est en compétition sur une compétition en fait, la polémique qui est connue, une compétition sur l'intérêt environnemental du nucléaire vis-à-vis du renouvelable, compétition qu'il n'y a pas du tout dans notre pays. Donc en fait, dans notre pays, le renouvelable il s'impose comme étant la solution. Alors qu'en France, si on dit le renouvelable c'est la solution, il y a peut-être la moitié de la population qui va dire je ne sais pas en fait, parce que voilà, le nucléaire est déjà là. Donc je pense qu'aussi en termes d'acceptabilité, c'est plus compliqué en France. C'est pour ça que je dis que dans votre pays, c'est beaucoup plus simple. Et en France, j'ai aussi l'impression qu'il y a ce clivage vraiment entre l'entreprise privée et la coopérative citoyenne qui fait son truc plutôt propre et les entreprises, c'est un peu les méchants qui veulent faire que du profit. J'ai l'impression que dans la culture plutôt allemande, après je ne maîtrise pas bien, mais c'est un peu mon impression, qu'il y a beaucoup moins ce clivage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de coopération entre du privé et du citoyen. En fait, et même en France, il y a de plus en plus de ce modèle qui se développe du co-développement, c'est-à-dire qu'on va mettre
à la fois un acteur local, pourquoi pas une collectivité aussi, ou une coopérative citoyenne, et un acteur privé qui, lui, a des compétences techniques, qui a standardisé des process, qui a des compétences, pour faire un projet commun, avec une charte qui permet une bonne répartition de la gouvernance, de la valeur, de la richesse, où tout le monde, entre guillemets, est content, et ça permet de sortir des projets qui sont un peu plus gros. Donc ça, c'est des modèles qui existent beaucoup en Allemagne, en Belgique, et même, je pense, au Danemark, dans ces pays-là où ils ont pas mal développé le modèle de l'énergie citoyenne. Et chez nous, c'est un peu plus timide, j'ai l'impression, mais ça arrive. Voilà. Pour un exemple tout bête, nous, on a été sollicité il y a très, très peu de temps par un développeur privé pour faire potentiellement de l'éolien sur le territoire. Mais c'est pareil, on n'est pas... j'ai pas dit qu'on allait le faire, j'ai dit qu'on a été sollicité. Ça veut dire qu'il y a aussi une demande, même des entreprises privées, pour... voilà, ici on a du mal à faire des projets parce qu'il y a une opposition. Est-ce que si on fait un projet citoyen, c'est pas mieux? Ouais, il y a toujours la question, est-ce qu'on utilise le citoyen pour sortir des projets privés? Ça, c'est des débats. Mais ouais, il y a de plus en plus de projets en développement où on essaie de se mettre autour d'une table et de se dire, voilà, on a envie que le projet sorte, maintenant, comment on fait pour se le faire? On n'a pas les mêmes intérêts. Ouais. Si je caricature, l'entreprise va vouloir plutôt le profit et la coopérative énergétique, citoyenne, va plutôt vouloir avoir la gouvernance, avoir le pouvoir. C'est pas forcément évident. Mais on y arrive. On tend vers ce genre de modèle aussi. Merci. Merci à vous. Alors, regarde si j'ai Il y a des spectateurs, De quoi? il y a des spectateurs, mais il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous sommes attentifs. S'il y a des survoltés d'objets qui se manifestent, s'il y a des membres de Hack aussi. Ouais. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que y a des étudiants qui se manifestent, qui sont impliqués dans ce genre de projet, ou est-ce que la tranche d'âge est un peu plus âgée? Ouais, c'est une bonne question. Et comment motiver les étudiants? Ça, c'est la question secondaire. C'est la question Ça, suivante. c'est nous qui Je vais essayer de répondre à la première, déjà, qui n'est pas évidente. Je dirais que, bon, évidemment, ça dépend des collectifs. Hein, mais je dirais que majoritairement, vu le temps qu'il faut dépenser pour ce genre de projet, il faut imaginer que c'est quasiment un temps plein. Moi, là, je caricature encore un peu, hein, mais je dirais que ça va être entre 5 et 10 heures. Après, ça dépend, il y a des gens qui vont passer 2 heures. Voilà, mais c'est quelqu'un quand même qui est un groupe, un noyau dur de au moins 2, 3, 4 personnes qui soit à plus de 5 heures par semaine, je pense, pour la motiver, aller chercher les gens, et faire organiser, juste être un peu dans le leadership. Donc on a souvent des personnes retraitées, c'est vrai, parce qu'elles ont plus de temps, tout simplement. En fait. Après, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai des collectifs au sein de Hack qui ont pas mal de personnes actives. Mais du coup, on a des modalités différentes. C'est-à-dire qu'on va faire des réunions à 18h, 18h du temps. Là, ça va prendre du temps aussi sur leur temps familial, donc ça va être limité. Et la question des étudiants, elle m'interroge aussi, parce que c'est vrai que sur ces projets-là, c'est des projets souvent qui sont des projets long terme. On va mettre des choses sur 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'un étudiant se projette dans un projet de territoire où il va s'impliquer sur plusieurs années potentiellement? Oui, il y a la complexité, c'est que souvent l'étudiant, c'est un nomade, en fait, un nomade précaire, moi, si je veux faire tout ça. Donc en fait, moi j'aimerais bien j'aimerais bien faire un projet citoyen étudiant, qui est des étudiants par exemple sur nous qui disent nous on fait un projet citoyen il faut réussir de passer le flambeau comme ça, parce que comme tu dis, les étudiants ne restent pas, donc faciliter. Ce serait un exercice intéressant. Est-ce que ça pourrait être des associations étudiantes qui s'investissent, par exemple, là il y en a plusieurs qui se sont investis avec nous là, dans la semaine du développement durable. Est-ce que c'est un projet est-ce qu'elles peuvent s'investir en tant qu'asso? Est-ce que ça pourrait être dans une asso? Oui, c'est ça. Oui. Parce que peut-être que ça réglerait ce problème-là des étudiants qui bougent, parce que l'entité de l'association reste. Ouais, mais il faut s'assurer qu'il y a une pérennité de l'activité bénévole de l'association. Ou pas, en fait. Je dirais qu'il y a des activités, je pense notamment à la communication, où des fois il y a besoin de soutien de manière assez ponctuelle, même si le meilleur soutien, c'est la compréhension du projet, de l'intégration des valeurs aussi.
c'est des choses qui sont assez militantes de manière générale, il faut avoir des connaissances un peu sur plein de choses, enfin, c'est assez complexe et transversal. Hein. Là, on a parlé juridique, en fait, on a parlé économie, on a parlé technique, donc ça rassemble tout ça, on parle communication. Donc oui, évidemment qu'une asso peut participer au bénévolat d'une autre asso. Après, est-ce que les étudiants derrière ont envie? Peut-être poser la question. En tout cas, ouais, ce serait vraiment chouette d'avoir plus de jeunes en fait, aux commandes, parce qu'encore une fois, les projets citoyens, c'est des projets où les citoyens sont aux commandes, entre guillemets, et si on laisse les autres citoyens commander pour nous, finalement, il y a une perte de l'intérêt démocratique. Donc, plus il y a de monde qui participe au projet, plus ça devient un projet de territoire qui fait sens d'un point de vue aussi démocratique. Et bon, après, il y a, comme je dis, il y a l'implication de bénévoles qui est je vais passer du temps parce que voilà. Et après, il y a aussi investir, donner de l'argent, enfin prêter de l'argent, je ne sais pas donner, hein, c'est un investissement. Prêter de l'argent, où là c'est pareil pour l'étudiant, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, quand on investit de l'argent dans une coopérative comme les survoltés, quand on investit, on ne peut pas récupérer tout de suite. L'argent, c'est pas comme une banque où on met la carte bancaire et on récupère les sous tout de suite. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir plusieurs années de blocage. On est obligé parce que sinon la coopérative elle serait complètement instable. Si les gens n'importe quand pouvaient retirer l'argent, en fait, ce serait pas possible. Donc en fait, souvent il y a des investissements avec une durée de blocage, une durée minimum, de 3, 4, 5, des fois c'est 7 ans. Donc pour un étudiant, c'est compliqué de dire ouais, je vais mettre mon argent là pendant 5 ans. Donc en fait, je ne pense pas qu'on puisse attendre des étudiants. Après, des fois, il y a des investissements symboliques, des 25 euros, où je pense que c'est évidemment possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des parts sociales, des choix aussi faibles, pour donner accès en fait à la gouvernance à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, dont les étudiants. Mais après, en fait, quand on fait un investissement comme ça, on est sollicité pour le conseil de l'Assemblée générale, donc il y a aussi une implication de la vie coopérative, donc en fait, c'est aussi un engagement individuel, qui n'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément le meilleur modèle pour les étudiants, mais en revanche, faire du bénévolat dans des projets qui sont en voie de développement, même si on ne sait pas si on sera là dans 4 ans, 5 ans, c'est toujours possible. Après, il faut avoir la motivation de se dire, voilà, je me lance dans des trucs de manière court-termiste, en tout cas pour moi, pour l'étudiant, déjà, parce que c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'il y en ait vraiment d'entre vous qui sache où il sera l'année prochaine. C'est ça qui est un peu compliqué, mais comme je disais, vu qu'il y a souvent il y a des collectifs où c'est beaucoup de retraités, des gens qui n'ont souvent pas la compétence, notamment au niveau informatique, communication, réseaux sociaux, où j'ai même moi qui maîtrise le sujet, qui suis salarié, j'ai du mal à y passer du temps parce que ça prend beaucoup de temps. Je pense que vous l'avez vu aussi quand vous avez organisé cette semaine-là. Et donc c'est vrai que des petites mains étudiantes qui sont prêtes à apprendre des choses aussi, parce qu'en fait dans ce genre de projet on apprend énormément. On apprend comment ça marche une collectivité locale, comment ça marche un projet, c'est quoi les obligations réglementaires. On apprend aussi sur la technique, sur l'énergie de manière générale. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes aussi pour un étudiant à apprendre. Donc, à fond. Hein. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste finir aussi de manière extrêmement locale, parce que là on est à Nîmes. Hein, donc je vais remontrer la carte aussi. On a plusieurs coopératives existantes sur le Gard, hein, dont, là je vais préciser, au niveau de Nîmes Métropole, on a Citen, donc la coopérative qui s'appelle Occitène, qui est en fait en phase de levée de fonds citoyenne, parce qu'ils sont en train, ils ont déjà des autorisations, ils sont en train de payer des installateurs pour poser des panneaux sur des toitures communales. Alors, pas sur la commune de Nîmes, ou en tout cas, je ne crois pas tout de suite, mais en tout cas sur Nîmes Métropole, c'est-à-dire sur l'agglomération. Et du coup, ils sont à la recherche d'investisseurs localement, donc idéalement sur Nîmes ou sur la métropole de Nîmes, pourquoi pas sur le département. Et voilà, ils sont en phase de collecte. Et eux, ils ont, je crois, quasiment 5, 6, ils ont plusieurs projets, ce qu'on appelle des grappes photovoltaïques. Ils ont plusieurs toitures en projet, dont une qui est en phase de réalisation, il me semble, à Saint-Côme. Et donc voilà, Occitène, donc n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook ou sur leur site internet. Citen, Occitène, vous les trouverez si vous tapez énergie citoyenne, Citen, vous trouverez. Oui. Je ne sais pas si on l'a abordé, mais je me demandais l'énergie produite par un
panneaux photovoltaïques. C'est combien? Si tu veux que je te donne des kilowattheures, je suis pas sûr que ça te parle. Bah, je sais pas, genre, bah, du coup, plus. C'est l'équivalent comment de- tu peux éclairer une pièce, par exemple? Si tu veux, là, je vais parler de l'autoconsommation, ça, on en a pas parlé, mais souvent quand les gens installent des panneaux chez eux, tu vois des fois il y a 4-5 panneaux, ça va être en modèle de l'autoconsommation, ça va être branché directement sur leur système électrique. Et donc ça va être quand ils consomment au moment où ça produit, ils vont consommer exactement ce que ça produit, même si dans les faits, c'est toujours l'électron, il va toujours beaucoup de c'est toujours pareil. Donc dans ces cas-là, en fait, ça va évidemment dépendre de comment tu consommes, mais en gros, si tu as En termes d'heures. la télé, ta machine à laver, tu as peut-être un petit peu ta cuisson électrique, tu vas mettre, je dirais, peut-être 2 kW crête, ça va être du coup environ, ça va être 6 panneaux sur ta toiture. Bon. Je vais donner un autre chiffre, c'est pour le parc des survoltés de Vevey, il y a 700 panneaux solaires pour une surface de 1400 m², et ça alimente en gros 150 foyers, sans chauffage. 150 foyers en électricité, donc tout notre matériel électrique sans chauffage. 700 panneaux, 150 foyers. C'est des panneaux de 2 mètres carrés qui sont un peu plus gros des fois que les panneaux classiques. C'est pas toujours simple en fait de faire l'équivalence parce que si par exemple c'est dans le nord de la France, bah, c'est pas pareil parce que ça pollue moins. En fonction de l'orientation de l'inclinaison, ça pollue pas pareil. Donc c'est compliqué de dire un panneau ça pollue tant, donc on fait des moyennes. Dans le cas des survoltés, c'est vraiment une orientation, une inclinaison parfaite. Parce que c'est un projet qui est au sol, donc ça veut dire qu'on peut incliner comme on veut, alors que sur un toit, on ne fait pas l'orientation et l'inclinaison. En fait, on est soumis à. Enfin, tu casses tout et tu remets tout. Tu reconstruis une maison. Et d'ailleurs, je pense, ça me pense à ça, mais il y a des hangars agricoles qui sont construits grâce aux recettes générées par la vente d'électricité. La vente d'électricité paye le hangar agricole pour l'agriculteur. Okay. Sur 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire que lui, il va devoir investir au début, mais sur 20 ans, il va récupérer sa mise en fait, et du coup, ça va payer son installation. Donc, des fois, il y a des montages comme ça où une installation va payer entre guillemets la toiture ou le hangar. Voilà, mais ça dépend en effet de l'orientation de l'inclinaison, donc c'est compliqué, mais si tu veux un exemple, la frigo, c'est 200 watts, un panneau solaire, souvent c'est 300 watts. 300 watts crête, ça fait le maximum 300 watts, mais ça ne produit jamais 300 watts, parce que c'est jamais optimal. Toujours, il y a de l'ombre, il y a des rayons qui ne sont pas perpendiculaires. Donc, si tu veux, voilà, si tu veux un peu un chauffage électrique, c'est peut-être 1 kW, donc ça va être 3-4 panneaux pour un chauffage. Et bon, après, là, on tombe sur la problématique de. On utilise le chauffage en hiver, quand le panneau produit plutôt en été. Après, bon, ça, c'est d'autres. Le stockage Le stockage, on n'en a pas parlé, j'ai hésité, mais tu as dit c'est quoi le futur de l'énergie renouvelable. Bon, c'est vrai que la problématique de l'électricité, c'est le stockage, donc je ne suis pas sûr qu'on va y rentrer dans ce débat-là, parce que c'est encore 2 heures supplémentaires, je pense. Une prochaine. Mais c'est vrai que c'est une difficulté qui freine voilà, le déploiement d'eux, parce que ça fait partie des arguments un peu de nuances. Renouvelables, voilà, c'est des énergies variables. Nous, on a une difficulté à stocker, donc ça veut dire qu'à tout moment, il faut que la production soit égale à la consommation. Donc, est-ce que c'est pertinent d'avoir plein de variabilité? Est-ce que si on en a un peu partout, est-ce que ça va compenser? Enfin, toutes ces questions-là, on parle de... Très bien, très bien. C'est de la fin. Foisonnement, foisonnement. Merci. Merci. Merci à toi. Et puis, on espère que ça vous aura plu. Vous avez pu apprendre plein de choses, autant que nous. Et aussi, là, qu'est-ce qui est le programme à la suite? On a du coup le projet alimentaire territorial qui commence là dans 10 minutes, c'est ça? Et après, on aura... qui sera accessible via un lien Jitsi qu'on va vous mettre sur la page Facebook. Donc c'est pas un live Facebook, il faudra juste cliquer sur le lien et vous pourrez rejoindre le débat et interagir du coup directement pour justement parler de ce projet alimentaire territorial.
Et ensuite, il y aura Croco, Croco, une association étudiante, du coup. oui, qui a un challenge zéro bouteille plastique à Nîmes. Et là, on sera en live sur Facebook à nouveau. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure.